Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Je suis aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence et je reçois Aurore Lalucq, eurodéputée du groupe socialiste et démocrate et présidente de la commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. Bonjour Aurore Lalucq. Bonjour. Alors le thème cette année des rencontres, c'est affronter la réalité des chocs. Est-ce que le premier choc depuis un certain nombre d'années, c'est celui de l'économie de guerre ? Oui, c'est celui de la guerre d'ailleurs en règle générale, parce que l'Union européenne a été construite pour faire la paix et qu'on n'était pas prêt physiquement pour répondre à la guerre, mais même idéologiquement, même si on avait prévenu avec Raphaël Glucksmann depuis de nombreuses années qu'à un moment, l'Ukraine serait attaquée par la Russie, ça a quand même été un choc. Donc le premier choc, c'est l'idée de se dire, il y a la guerre et il va falloir répondre finalement à cette agression russe et se mettre en économie de guerre. Pas totalement. On commence à en parler, mais le mot, et c'est normal, c'est un mot qui fait peur, bien sûr. Mais la guerre, ça fait peur. Ouais. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est en guerre. On est en guerre en Ukraine, même sur le territoire européen. On a des cyberattaques. Je vous rappelle que nous, quand on a voté une résolution au Parlement européen pour condamner l'agression de la Russie en Ukraine, nos ordinateurs ont été hackés toute une après-midi. Plus rien ne fonctionnait au Parlement européen. On a des cyberattaques. Donc en fait, c'est terrible parce qu'on a du mal à regarder cette réalité, mais on est en guerre. Ça, on commence maintenant à le comprendre. Vous êtes une économiste de formation. Oui. Les économistes ne sont pas d'accord sur le concept d'économie de guerre. À quel niveau de pourcentage du PIB on passe en économie de guerre, sachant que pour l'instant, l'objectif de l'OTAN, c'est 5% des dépenses sur l'armement. Alors, être en économie de guerre, ce n'est pas une question de pourcentage. Être en économie de guerre, c'est de se dire, à partir de maintenant, tous les efforts doivent être concentrés pour faire face, pour être en guerre quelque part, et pour être surtout en production de guerre. Parce que finalement, ce ne sont pas nous, les Français, qui sommes sur le front, ce sont les Ukrainiens qui se battent aujourd'hui pour leur liberté, mais en fait aussi la nôtre. Donc être en économie de guerre, c'est faire en sorte d'organiser la société pour pouvoir faire en sorte de produire un maximum de ce que le front a besoin. Mais contrairement à ce qu'on pense, l'économie de guerre, il y a quelques principes. Il y a ce principe de déjà, quelle est la hiérarchie, la stratégie en termes de production. Et de deux, en fait, c'est un moment où on n'est pas du tout brutal d'un point de vue social, contrairement à ce que certains peuvent dire. Un des principes fondamentaux de l'économie de guerre, c'est qu'en fait, on prend soin de ses troupes. Et dans ces troupes, en fait, il y a tous les Français, il y a tous les Européens. Et donc, en économie de guerre, on ne laisse jamais les profiteurs de guerre gagner. Ça veut dire qu'on fait la taxation des super-profits. Et deuxièmement, c'est un moment où on ne fait jamais de réforme sociale négative, bien au contraire, parce qu'il faut prendre soin de tout le monde pour que tout le monde aille dans le même sens. Donc quand on entend certains dire il va falloir choisir entre la production d'armes, les dépenses dans l'armement et les réformes des retraites, je vais vous dire, ils n'ont rien compris et ils n'ont jamais lu les anciens qui savent ce que c'est que l'économie de guerre et qui en ont fait. On peut penser aux États-Unis, on peut penser aussi en Europe. C'est un moment en fait où on va donner souvent plus de droits, où on va mieux payer les gens et on fait surtout très attention à bien prendre soin des uns et des autres parce que l'unité de la nation et là l'unité du continent, en fait, elle est essentielle. Dans votre fort antérieur, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que la Russie va entrer en guerre contre l'OTAN ? Il y a quelque chose qui est important, c'est d'écouter ce que disent les dictateurs et les autocrates. Et ça, on a toujours du mal. Et c'est quelque chose de très humain parce qu'on ne veut pas y croire. On ne voulait pas croire que Poutine allait attaquer l'Ukraine. Il l'a fait. Certains, quand j'étais aux États-Unis, juste avant l'élection de Donald Trump, me disaient « Oh, mais Trump, allez, je vais être un peu vulgaire. C'est un peu une grande gueule. Mais finalement, il ne va pas faire ce qu'il a dit. Il a fait pire que ce qu'il avait dit. Il faut toujours écouter les gens qui sont dans une dérive illibérale, les dictateurs et les autocrates. Et donc, moi, j'écoute Poutine, et Poutine a un problème avec l'Occident, il l'a très clairement dit. Et donc, oui, moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut tout anticiper, même le pire, et c'est le rôle des politiques d'anticiper le pire pour que tout le monde puisse vivre bien.
C'est notre boulot, en fait, d'anticiper le pire. Et donc ça, le pire, il faut l'avoir en tête. Et c'est pour ça qu'il faut créer rapidement l'Europe de la défense. Ouais, parce qu'on est bien conscient qu'entrer en guerre contre la Russie, ça se termine par l'arme nucléaire. Mais de toute façon, il y a toujours eu, vous savez, ce côté, depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a toujours eu le côté attention, on ne peut pas envoyer trop d'armes parce que sinon la menace nucléaire, etc. Il y a un côté où la Russie joue beaucoup là-dessus. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a eu lieu? Ça n'a pas eu lieu. Et à un moment, je suis désolée, si la Russie nous attaque, on doit répondre, on n'a pas le choix. Mais attention aussi à la façon dont certaines peurs peuvent être agitées pour en fait qu'on accepte des choses qui sont inacceptables. Et le respect des frontières, en fait, c'est la base. Alors, du côté de l'Est de l'Europe, c'est la problématique de la guerre avec la Russie. Du côté de l'Ouest, c'est la problématique de la guerre commerciale avec les États-Unis. C'est beaucoup pour une Europe qui ne s'attendait absolument pas à retrouver tous ces conflits-là, qui n'étaient pas préparés. J'aime pas le terme d'ADN. L'Union européenne, c'est du moins l'approfondissement de sa construction. C'est fait dans un moment où c'était la mondialisation heureuse. Voilà. Et dire le mot protectionnisme, c'était même sale. C'était un gros mot. C'était un gros mot. Ouais. Dire le mot politique industrielle, j'en parle même pas. Donc, il y avait ce côté un petit peu très idéologique, en fait, très doctrinaire, très dogmatique, il faut une concurrence pure et parfaite. Et on sait... Plus royaliste que le roi. Plus royaliste que le roi. Et surtout, on a vu les Européens uniquement comme des consommateurs. Mais les Européens, pour être un consommateur, il faut être un travailleur, en fait. Et à un moment, à force d'être en concurrence tout le temps totale avec par ailleurs avec des continents qui ont une doctrine systémique, qui n'est pas notre cas, la Chine, elle a une doctrine systémique. Et sa doctrine, c'est de dire, je veux mettre en difficulté, pour ne pas dire éradiquer, l'économie européenne d'ici 2050. Les USA ont une doctrine systémique qui est, je veux rapatrier toute la production chez moi. La Russie a une doctrine. Nous, quelle est notre doctrine? On a du mal à en avoir une pour l'instant. Donc, oui, ça a été un choc pour l'Union européenne, mais le réveil aurait dû avoir lieu depuis longtemps. C'est ce qu'on disait sur la question de l'Europe de la défense, mais aussi sur... Moi, je ne suis pas pour la mondialisation, comme je ne suis pas pour le protectionnisme. Ça ne veut rien dire. En fait, tout ça est une question de réalité. C'est une question de dosage. Je veux dire, j'ai rien contre le commerce international. Et je vois que maintenant, il y avait une mode sur la mondialisation. Maintenant que je vois que la mode est au protectionnisme, ça ne va pas. Ce sont des moyens, en fait, en économie. Ce ne sont pas des finalités en soi. Donc, il faut avoir une stratégie, de savoir quelles sont les filières que nous, on veut développer, comment on protège les industries quand elles sont attaquées. Et c'est ça, aujourd'hui, dont l'Union européenne a besoin. Mais c'est vrai que c'est nouveau pour l'Union européenne. Et elle a du mal à faire cette mue. C'est compliqué. Alors, par rapport aux États-Unis, on est toujours dans la réaction à des attaques de la part des États-Unis. Comment on fait pour enfin passer dans l'anticipation et éviter d'avoir à subir ces chocs? Là, vous mettez le doigt sur la principale problématique de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne est tout le temps en réaction et pas souvent en anticipation. Et c'est très frustrant pour quelqu'un comme, comme moi et d'autres, parce que quand on voit l'évolution des mondes, on ne la prévoit pas, juste on écoute, on entend, on comprend, et on se dit faut anticiper. Et on voit que l'Union europééenne a du mal, mais c'est aussi les États membres qui ont du mal à anticiper. Ce n'est pas que la Commission, etc. Tout ça, ce sont aussi les États membres. Faudrait anticiper en investissant. C'est-à-dire que sur la question des droits de douane, par exemple, il y a deux choses à faire. Un, du rapport de force. Et ça, l'Union européenne n'est pas habituée à ça, mais il faut faire du rapport de force. Assumer ce rapport de force. D'accord. Assumer le rapport de force face à Donald Trump pour avoir les droits de douane les plus bas possibles, en faisant un certain nombre de menaces. Ça peut être la taxation des big tech ou ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui est très compliqué, c'est d'un point de vue économique, répondre à des droits de douane par des droits de douane peut mettre vraiment en difficulté l'économie. Et donc, on peut y répondre aussi différemment. On peut y répondre en investissant, en réindustrialisant le continent, en ayant une politique autonome, par exemple, dans le domaine du numérique, ce genre de choses. Il faut savoir quand même que les big tech américaines ne survivent pas sans le marché européen. L'Union européenne, c'est le premier marché mondial. C'est un marché qui est très homogène. Il y a certes des inégalités, c'est sûr, et je me bats tous les jours contre, mais on ne se rend pas compte à quel point, par rapport à d'autres continents,
quand même, on est Mais vous avez vu relativement comment homogène. le Canada a essayé de jouer justement sur la taxation des big tech Et s'est fait américaines retoquer. et s'est fait retoquer. Bien sûr, mais après, je suis désolée, il va falloir à un moment faire du rapport de force, et ça fait partie du rapport de force. Donc il faut à la fois respecter notre législation qui protège les Européens dans le domaine des données, du numérique, etc., et que les Américains veulent torpiller. On respecte notre réglementation, on met des amendes à Apple, à Google et à d'autres quand ils ne respectent pas cette réglementation. On met une taxation sur les big tech si jamais les Américains nous mettent des droits de douane. Je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et ensuite, l'autre point, c'est qu'il faut qu'on se réindustrialise, notamment dans le domaine du numérique, parce qu'on parlait de la guerre tout à l'heure. On est en train de se réarmer. Très bien. Mais sur les attaques hybrides, qu'est-ce qu'on fait ? Elon Musk, avec Twitter, c'est comme s'il avait le 20h de TF1 ou de France 2 ou de France 24, par exemple, tous les jours, au niveau mondial, et toutes les secondes, en fait. Il parle à tout le monde. C'est énorme en termes de pouvoir d'influence, et ça peut être très déstabilisant. Et nous, en fait, on doit avoir nos propres Twitter, notre propre Facebook, nos propres canaux de communication. Pour tout ça, on dépend des Américains. Toutes nos données. Ouais. Toutes nos données 92%. sont aux États-Unis, Ouais. mais même, je veux dire, nos moyens de paiement. Ouais. On ne se rend pas compte que Visa, Mastercard, c'est pas européen. Pour tout ça, on dépend des Américains. Merci beaucoup, Aurore Lalutte, Merci pour à vos vous. réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.